merci beaucoup de l'introduction. Et en effet, donc, je vous présente ce projet pour le compte d'un binôme qu'on constitue avec Corinna, donc, qui est chercheuse en sciences du mouvement, responsable de recherche dans notre unité. Voilà, vous avez pris connaissance du titre et d'un sujet qui peut paraître un peu particulier, mais qui, au final, découle voilà, d'interactions que j'ai pu avoir au cours des années avec des patients et des parents de patients qui avaient une paralysie cérébrale unilatérale, ce qu'on appelle aussi communément une hémiplégie ou une hémiparésie congénitale. Donc des enfants qui ont un côté du corps sur lequel ils ont un bon contrôle moteur et un autre côté où ils ont une difficulté. Et on a souvent des enfants qui, en clinique, nous montrent d'assez jolies capacités, qui ont un assez bon contrôle, mais quand on les interroge sur leur quotidien, la main n'est pas utilisée. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous donnent des réponses de ce type-là. J'ai l'impression que ma main n'est pas vraiment à moi. Ou alors, quand on demande à leurs parents, il agit comme si sa main n'était pas là. Un sentiment vraiment particulier, en effet, de non-appropriation, en effet, d'une main qui, de toute évidence, leur appartient. Un phénomène qui est connu et qui est décrit d'ailleurs dans la littérature comme un phénomène de négligence développementale. C'est comme si le fait de ne pas bien contrôler la main fait qu'à la longue, on désinvestit cette main par éthique et puis elle tombe de côté et on se la désapproprie. Pour, au final, en effet, avoir une main qui s'efface dans l'utilisation quotidienne. Une des manières, en théorie, de réverser ce phénomène, c'est d'utiliser un traitement qui s'appelle la thérapie miroir. Alors, dans la thérapie miroir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher la main parétique derrière un miroir et on va demander à l'enfant de regarder le reflet de sa main saine en train de bouger dans le miroir, ce qui va, en théorie, en tout cas, tromper le cerveau et lui faire croire que sa main parétique bouge de nouveau. L'idée étant ainsi qu'il puisse se réapproprier sa main. C'est une thérapie dont on sait qu'elle marche extrêmement bien chez l'adulte hémiparétique. Elle a montré dans en tout cas 4 études de grande envergure des effets très significatifs. On était donc, je dirais, très enthousiaste quand on a fait une étude randomisée contrôlée chez l'enfant. Malheureusement, cette étude n'a pas montré d'effet significatif de l'illusion miroir chez l'enfant. Quid? C'était vraiment particulier. On a creusé un peu plus la question et on a fait de l'imagerie cérébrale et on est tombé sur un phénomène très particulier. Les régions, alors dont je ne vais pas vous énoncer dans le détail les noms barbares ici, mais ont pour particularité en fait de s'activer lorsque le cerveau détecte une erreur. Et là, vous avez ce que fait le cerveau en effet d'un enfant hémiparétique quand on le met face à l'illusion miroir. Alors à la place de faire comme chez des adultes qui eux vont fortement activer leurs aires motrices, l'enfant, en fait, détecte une erreur. C'est comme si, en effet, cette illusion, j'y crois pas, cette main qui est derrière le miroir, ben non, j'arrive pas à me dire qu'elle m'appartient. Donc, plutôt qu'un problème, en effet, de déficit moteur qui engendrerait secondairement un problème de malappropriation, est-ce qu'on ne devrait pas renverser le paradigme et se demander est-ce que fondamentalement, il n'y a pas un problème de malappropriation de cette main qui, de toute évidence, devrait m'appartenir, qui, secondairement, entraîne en effet un déficit moteur. Alors, on dirait que c'est particulier, hein, on parle d'appropriation corporelle, mais enfin, le fait en effet qu'un bras, qu'une main qui nous est attachée nous appartienne, c'est évident. Ben, d'un point de vue cérébral et d'un point de vue neurologique, c'est pas si évident que ça. L'appropriation du corps, en fait, c'est un phénomène appris, c'est un phénomène d'apprentissage. On le voit bien chez les petits nourrissons qui regardent leurs mains, hein, qui font des jeux de mains. Ce qu'ils sont en train de faire durant ces tout premiers mois de vie, c'est de créer des corrélats entre ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, au niveau tactile, au niveau proprioceptif, leurs mouvements, et en donnant sens et en intégrant en effet ces inputs multisensoriels, c'est comme ça qu'ils vont réussir à devenir les propriétaires, quelque part, de leur segment corporel. Alors, tout ça de nouveau, hein, c'est de la jolie théorie, mais est-ce que ça peut se tester, l'appropriation corporelle? Alors, je vais vous répondre que oui, et on va passer d'une illusion qui était l'illusion miroir à une autre illusion qui s'appelle l'illusion de la main en caoutchouc. Alors, c'est quoi l'illusion de la main en caoutchouc? L'illusion de la main en caoutchouc, en fait, elle teste l'intégrité en fait, des régions cérébrales qui sont nécessaires justement pour s'approprier un segment corporel. Alors, comment est-ce que ça marche? Vous avez ici un adulte en bonne santé, il a sa main, alors voilà, tout à sa gauche, il a sa main réelle, donc, qui est masquée, dont il n'a pas de contrôle visuel, et puis juste en face de lui, dans la boîte du milieu, il y a une main en caoutchouc.
Ce que fait l'examinateur, c'est qu'il va caresser de manière synchrone la main en caoutchouc et la main réelle. Donc la personne ne voit que sa main en caoutchouc en train de se faire caresser, et au bout d'1 à 2 minutes, en fait, on développe l'illusion que la main en caoutchouc nous appartient. Ça paraît incroyable, mais c'est un phénomène réel. Ça se mesure, hein. On peut mesurer ce qu'on appelle le drift proprioceptif, c'est-à-dire le déplacement de notre sensation de propriété corporelle de la main réelle vers la main en caoutchouc. Alors, vous êtes peut-être un peu sceptique. Une manière, je dirais, assez visuelle de vous le montrer, c'est la suivante. On peut faire ce qu'on appelle l'épreuve de la menace. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais menacer la main en caoutchouc. Donc là, vous allez voir, hein, on va planter une fourchette dans la main en caoutchouc, et puis la personne est tellement convaincue que c'est sa main qu'on agresse qui va retirer en effet la main réelle. Alors, il va sans dire que ce n'est pas ça qu'on va faire dans le contexte de notre étude. On va le tester différemment, mais c'est juste pour rendre cette illusion, voilà, qu'elle vous soit bien visible et compréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre étude qui vise donc à déterminer ces phénomènes d'appropriation corporelle dans l'hémiparésie? On va reproduire cette expérience de la main en caoutchouc chez 15 adolescents avec une paralysie cérébrale unilatérale et puis un groupe d'enfants ou d'adolescents dans un groupe contrôle d'âge similaire. Alors, comme je l'ai dit, hein, on ne va pas faire l'épreuve que je viens vous montrer avec la menace, mais on va utiliser des mesures, alors d'une part psychométriques avec des questionnaires qui permettent de déterminer la puissance de l'illusion, et puis d'autre part mesurer en effet ce qu'on appelle le drift proprioceptif, c'est-à-dire en centimètres mesurer le déplacement de la sensation de la main réelle vers la main en caoutchouc. Avec ça, on va aussi faire de l'imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre d'une part d'avoir une idée précise de la structure cérébrale et des lésions cérébrales sous-jacentes, et d'autre part, quelques éléments fonctionnels, en particulier par rapport à quel hémisphère contrôle quelle main. C'est des éléments dans lesquels je ne vais pas aller plus en détail, mais c'est probablement des éléments assez déterminants par rapport à ces questions de perception corporelle. En mettant ensemble ces données, ça va nous renseigner, alors d'une part, en effet, sur l'appropriation, la main parétique, et notre hypothèse, c'est qu'il y aura certainement une distorsion du côté parétique chez les enfants avec une paralysie cérébrale, et d'autre part, si cette distorsion est présente, quel est le substrat neurologique au niveau de la neuroanatomie qui est sous-jacent. Alors les perspectives que ça nous ouvre, c'est tout d'abord, je dirais, une compréhension beaucoup plus fine de ces phénomènes d'intégration multisensorielle qui jouent probablement un rôle déterminant dans la fonction motrice des enfants avec paralysie cérébrale au sens large. Là, on déborde même du cadre de l'hémiparésie. Et puis, en effet, de tous ces phénomènes d'appropriation corporelle dans la paralysie cérébrale. Plus à distance, si on réussit en effet à démontrer ces phénomènes-là, on peut tout à fait imaginer développer des stratégies thérapeutiques rééducatives qui visent à améliorer ce phénomène d'appropriation corporelle et probablement même en intervenant très précocement, c'est-à-dire dès la première année de vie où justement l'enfant est en train de se construire sa propriété corporelle. Voilà. Alors, merci dans nos 4 langues nationales à la Fondation Motrice parce que, comme je l'ai dit, votre soutien est absolument déterminant et merci à vous de votre attention. Dans l'appropriation, il y a probablement 2 phénomènes. Il y a une appropriation statique, puis il y a aussi ce qu'on appelle un phénomène que les anglophones appellent le agency. C'est-à-dire, en effet, c'est la composante de l'appropriation qui est liée au contrôle moteur. Et ça, c'est vrai qu'ici, on ne la teste pas. Là, on se focalise réellement sur les aspects, je dirais, de multisensorialité, aussi parce que c'est des domaines qui, en tout cas de notre point de vue, ont été clairement sous-explorés, je dirais, dans le domaine de la paralysie cérébrale, et on pense qu'il y a un gros champ d'investigation qui, là, potentiellement, peut s'ouvrir. Mais la question est tout à fait pertinente. La différence, je dirais, de l'adulte amputé, mais même, je dirais, de l'adulte après accident cérébrovasculaire, c'est qu'il a une histoire, il a une mémoire qui peut être une mémoire sensorielle, qui peut être une mémoire motrice. Ces enfants-là, je pense, mais ça c'est mon hypothèse, ne se construisent pas de mémoire. Et c'est là probablement que je dirais qu'il y a cette grande différence. Et d'ailleurs, si on faisait plutôt une comparaison, on devrait probablement plutôt la faire avec des enfants améliques, c'est-à-dire qui sont nés en fait sans membres et qui, eux, n'ont pas en effet de phénomène de membre fantôme parce qu'ils n'ont pas de vécu sensoriel d'un membre qui n'a jamais existé.